Donc aujourd'hui, Fatima est un important lieu de pèlerinage, hein. Il y a des pèlerins qui viennent du monde entier. En 2019, par exemple, Fatima a accueilli plus de 6 millions de pèlerins. Plus de 6 millions de pèlerins, c'est énorme. Avec le soir des grandes processions au flambeau sur l'esplanade, c'est extraordinaire. Et donc la fréquentation de Fatima est beaucoup plus importante que Lourdes et même que Medjugorje, qui est un autre lieu important des apparitions mariales. Voilà, bon, ce qu'on peut dire de façon extrêmement schématique des apparitions de Fatima, donc en trois phases, avec le clou du spectacle, si je peux dire, c'est le 13 octobre 1917. Voilà. Donc s'il y a des questions, je veux bien répondre aux questions. Oui, il y en a sûrement. Messieurs, dames, Oui, la parole est à vous. Charles, oui, vas-y, tu attaques. bonsoir Patrice. Bah, écoutez, merci. C'est vraiment passionnant ce sujet. Oui, oui, Moi j'ai noté quelques questions. Il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que comme c'était le, le 13 octobre, c'était la sixième apparition, les gens ont eu le temps pendant 6 mois de se préparer, de s'organiser. Comment se fait-il qu'on n'ait pas des photos et des vidéos ah, pour ce 13 octobre, parce que là, le dessin de l'ingénieur, c'est très bien, mais on devrait avoir des dizaines, des centaines de photographies. alors ça, c'est la question classique. C'est la question classique. Et Et naïve. non, non, absolument pas naïve. C'est une très, très bonne question. D'ailleurs, c'est une question que moi-même, je me suis posée. Je me suis posé cette question tout de suite. Parce que, bon, si on va sur Internet et qu'on regarde sur notre moteur de recherche préféré, Fatima, apparition de Fatima, on a des photos. On a des photos et curieusement, toutes les photos ne montrent que la foule. C'est-à-dire qu'on a de très belles photos qui montrent la foule qui regarde le ciel ou qui prie et qui est en état de stupéfaction. Euh, Et on n'a pas de photographie des événements. Alors, il y a deux, trois photos qui circulent sur Internet qui montrent ce qui se serait passé le 13 octobre 1917, mais qui sont vraiment des photos de très, très mauvaise qualité. Il y en a deux ou trois qui circulent. On se demande d'ailleurs si c'est des photos authentiques. Donc, moi, Des, j'ai photos, eu tout de des suite photos des photos du disque, alors. ouais, du disque, voilà, du disque. Mais elles sont vraiment extrêmement mauvaises. Alors quand même qu'en 1917, quand on voit par exemple les photos qui ont été faites pendant la guerre, j'ai regardé un peu toutes les photos qui avaient été faites à l'époque, on a des photos quand même qui sont de très bonne qualité, hein, en noir et blanc certes, mais quand même qui montrent pas mal de détails. Alors moi, je me suis tout de suite posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de photos montrant tous les phénomènes qui se sont déroulés entre le mois de mai et le mois d'octobre, et surtout le phénomène du 13 octobre 1917. C'est comme si, je suis arrivé à la conclusion, c'est comme si on n'avait que 50% des photos. C'est toujours les photos qui montrent la foule, mais le photographe, je sais pas, il s'est passé un truc bizarre, il n'a photographié que la foule. Alors, si moi, à l'époque, j'avais été photographe, je me serais empressé de photographier le phénomène. Alors, ma conclusion, alors c'est ma conclusion personnelle, je pense que très tôt, l'Église catholique a dû retirer de la circulation toutes les photos qui devaient montrer un disque. T'es un peu Parce que complotiste, toi. si, si Je ces pensais photos, exactement la même chose. voilà, si les photos avaient circulé, ça aurait complètement discrédité l'interprétation divine, surnaturelle et religieuse du phénomène. Donc je pense que quelque part, alors soit au Vatican, bon, dans les archives secrètes du Vatican ou peut-être à Fatima, il existe 50% d'autres photos montrant peut-être de façon beaucoup plus nette le disque et tout ce qui s'est passé le 13 octobre 1917. Et ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai on est frustré parce que, bon, alors certes, on voit la foule, on voit qu'il y a énormément de gens qui sont venus, qui sont là, qui sont complètement fascinés par ce qu'ils voient, mais on ne le voit pas, le phénomène lui-même. Et c'est dommage. D'autant qu'il y avait des journalistes, paraît-il. Donc, en général, les journalistes viennent avec un appareil. Enfin bon.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu des articles, par contre, il y a eu des articles publiés dans la presse portugaise relatant ces phénomènes. Et même des personnes, par exemple, des personnes qui étaient athées ou alors des francs-maçons, parce que bon, les francs-maçons étaient très influents à l'époque au Portugal, ont été obligés d'admettre que bon, ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ils l'ont Ouais, écrit mais dans des articles. il n'y a pas de Bon. photo. Bizarre. Mais pas de photos. Alors, s'il y avait eu des portables, peut-être qu'on aurait eu des photos, mais ouais, je pense qu'il se passe quelque chose au niveau, il s'est passé quelque chose au niveau des photos et que l'Église catholique a tout fait pour qu'elles ne circulent pas. Elle les a rachetées, peut-être les photos privées. Ils ont peut-être fait Je ça. sais pas, je sais pas. Ouais. Et ça, Ça c'est le paraît. problème. Et ça, c'est, alors, c'est curieux parce que ça rejoint aussi notre époque moderne. On a très, très peu de photos, de bonnes photos d'OVNI. Moi, j'en connais pas beaucoup. Il y en a quelques-unes et c'est toujours à peu près les mêmes qui circulent. Et vraiment, la photo bon, qui montre un engin vraiment qui se manifeste et qu'on prend une excellente photo, c'est très très rare. Alors avec Mhm. ce qui se passe au New Jersey, on a des documents qui sont plus troublants. Et ça a toujours été un des problèmes en ufologie. On n'a jamais eu de documents photographiques ou même des vidéos absolument probantes. Ouais. Thibaut, tu peux peut-être réactiver ton micro si tu veux prendre la parole. Voilà, c'est fait. J'ai deux autres questions, mais j'y reviendrai tout à Non, l'heure. pas de, D'accord. Vas-y, Thibaut. Ah oui, alors donc en fait, Ah, y a-t-il eu des miracles bien avant le 13 octobre, c'est-à-dire que dès le départ, est-ce qu'il y a eu des miracles avérés? Et puis mon autre question pendant que j'y suis, euh, est-ce que les apparitions ont prédit la révolution du 17 octobre en URSS, enfin non, la révolution bolchevique? oui. non. Alors, la première question, oui, il y aurait eu des miracles, des guérisons entre le 13 mai et le 13 octobre, qui sont moins documentés. C'est moins documenté, on a moins de témoignages sur ces guérisons. Mais là où il y a vraiment eu énormément, alors énormément, c'est difficile à chiffrer, hein, je ne pourrais pas dire sur 70 000 personnes combien il y avait de personnes handicapées, combien de personnes étaient malades, etc., combien il y a eu de guérisons. En tout cas, c'est vraiment le 13 octobre 1917 qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Bon, par rapport aussi au nombre de personnes qui étaient là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens croyant assister à un phénomène divin, d'origine divine, surtout la Vierge Marie, qui est celle qui intercède entre les hommes et puis le Christ et Dieu. Donc les gens se sont dit, bon, si on va aller à Fatima, peut-être qu'on sera guéri. Donc il y a eu peut-être beaucoup d'handicapés, de personnes malades qui sont allés à la Cova de Heredia le 13 octobre 1917. Alors, est-ce que D'accord. la Vierge a prédit la révolution de 1917? Non. En fait, elle a rien prédit du tout. Elle a simplement dit à un moment donné, alors, elle a dit, encore une fois, entre guillemets, parce que tout ce que on sait maintenant de ce qu'a dit la Vierge Marie, en fait, c'est pas ce qu'a dit l'entité, c'est ce que l'Église catholique a fait dire à Lucie. Parce qu'il faut savoir que tout de suite après les événements du 13 octobre 1917, Lucie, qui avait une dizaine d'années, a été mise au secret. Elle a été mise au secret. Elle a été, alors moi je dis carrément kidnappée par les jésuites et elle a passé le restant de sa vie dans un couvent au nord du Portugal, à Coimbra. Donc elle a été mise au secret, c'est-à-dire qu'elle en a beaucoup souffert d'ailleurs, hein, parce qu'elle a été séparée de sa famille et de ses sœurs. C'est-à-dire que lorsque on écrivait à Lucie, qui est devenue sœur Lucie, hein, est devenue, comment dirais-je, pas moine, mais elle est rentrée dans un couvent. Donc, lorsqu'elle recevait du courrier, tous ces courriers étaient lus. Lorsqu'elle écrivait à sa famille, tous les courriers qu'elle écrivait à sa famille étaient lus. Elle a écrit aussi ses mémoires, mais ces mémoires ont été écrites sous la dictée son maître spirituel, qui était un jésuite. Donc voilà, l'histoire qu'on a actuellement ne correspond pas du tout à ce qui s'est réellement passé à l'origine. Ok.
Ok, Merci. merci. Donc, vas-y, Thibaut, à toi. On t'écoute, mais on t'entend pas. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui veut Ah, intervenir? est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Ça y est. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors effectivement, moi j'ai une question sur la représentation enfin, de l'entité qui s'est présentée aux enfants. J'ai lu votre livre il y a très longtemps, un livre passionnant, très très bien détaillé, très clair, et j'ai beaucoup apprécié. Et effectivement, je rejoins souvent l'idée que l'observateur voit l'entité en fonction de toute sa structure symbolique personnelle, de toute sa culture personnelle, de toutes les codes qu'il a acquis. Et souvent, l'histoire de Fatima, il est question de d'une entité que vous décrivez très très bien. Est-ce que les enfants n'auraient pas, comment expliquer ça? Est-ce que les enfants n'auraient pas posé sur cette entité tous les codes de leur culture? C'est-à-dire, lorsque vous regardez bien le détail de cette entité, elle apparaît, vous l'avez décrit tout à l'heure, avec des tissus un petit peu, comment vous avez dit, Molletonné. oui, c'est ça, Capitonné, molletonné ou des capitonné, choses matelassées. Voilà. matelassé, ouais. Ouais. Et à l'époque, lorsque vous parliez tout à l'heure de poupées, les poupons, c'est-à-dire les poupées en plastique ou en résine ou en céramique, avaient ce type d'ornement, de tissu, de vêtements. Et peut-être que c'était je sais pas, quelque chose qu'ils avaient posé sur cette conscience qui leur apparaissait, ou alors c'est cette conscience qui avait pris dans leur librairie psychique tous ces codes pour leur apparaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors la question est très intéressante. Bon, c'est très subtil. En fait, bon, c'est très difficile de répondre à cette question. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que les trois enfants ont décrit de cette façon ce qu'ils ont vu. Alors, est-ce qu'ils ont collé sur leur vision des schémas mentaux qui existaient, qui correspondaient à leur milieu culturel, aux habits qu'ils avaient peut-être l'habitude d'avoir ou que leurs poupées avaient, etc. C'est Oui, possible. C'est possible qu'ils aient qu'ils aient collé à leur vision ce qu'ils ouais, avaient eux-mêmes dans leur psychisme. Bon, ouais, ça, c'est toujours le problème du témoignage. Quand ça, quelqu'un dit je vois un ovni, bon, par exemple, dans l'Antiquité, les gens disaient ben, on a vu un bouclier volant. ouais, On voyait des croix volantes, parce ouais, que c'était le référent culturel. Donc c'est vrai qu'il y a toujours dans une observation cette dimension psychique qui interprète, ouais, comment dirais-je, colle à la manifestation un cadre culturel psychique. ouais. Oui, ça c'est clair. Mais Parce quel que est là, on le... est très loin. Là, Oui, on est très loin du modèle exogène euh, intrusif, euh, sans vêtements, avec des éléments du corps qui sont très distinctifs, une grosse tête, des membres très oui, fins. tout à fait. On est loin de tout ça. Là, on est vraiment sur une vision Alors presque. moi, je ferai le raisonnement inverse. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tellement les témoins qui ont fait coller leur schéma psychique sur Oui, ce qu'ils ont vu. je vois Je ce que vous pense que voulez dire. c'est plutôt le phénomène qui s'est adapté Adapté, c'est aux ça. enfants. C'est-à-dire que Lucie avait 10 ans, Jacinthe avait 9 ans et Ouais, le petit garçon, il avait 7 ans. Donc ouais, c'était vraiment des enfants. Donc imaginez que si ça avait été une entité, une grosse tête, des gros yeux, etc., les enfants se seraient enfuis. oui, Ils seraient partis, ils auraient eu peur. Bon là, complètement. Lucie dit clairement, j'ai vu une poupée. Ouais, C'est important parce que oui, oui, elle avait certainement des poupées.
Donc le fait de voir une poupée, elle était déjà C'est en rassurant. confiance. Bon, Mm. en plus, elle l'a décrit comme ayant 14 ans. Donc légèrement, elle n'avait pas 50 ans ou 60 ans, elle avait 14 ans. Donc 4 ans de plus que Lucie. Donc il pouvait y avoir un échange et elle se sentait en sécurité. Ouais, tout Donc à fait. je pense que, bon, s'il y a eu manipulation de la vision, ça vient plutôt du côté du phénomène, enfin de l'intelligence exogène, hein, comme je dis, et qui s'est adapté au milieu, à la mentalité des enfants. Et les enfants, alors, autant avec l'ange, ils n'ont pas vraiment eu peur, mais ils se sentaient mal, ils avaient des symptômes physiques un peu bizarres, un sentiment d'étrangeté. Autant avec l'entité féminine, au contraire, ils étaient débordés d'énergie, ils Ouais. lui posaient des questions, ils étaient... bon, il y avait un vrai dialogue qui s'était instauré Mm. avec cette entité, ils étaient en parfaite confiance. Ouais. Alors, ils ont pu aussi être manipulés psychiquement, mais on voit que le phénomène s'est mis à leur niveau, À leur portée. Mm. à leur D'accord. portée, hein. Ouais, tout à Je fait. vois que Jean-Pierre a levé la main, donc on lui laisse la parole, s'il veut bien. Bien, vous m'entendez Allez, tous? Jean-Pierre. Salut Daniel. Bon, merci Daniel de cet exposé. J'avais déjà suivi quelques conférences que tu avais faites sur ce thème et je partage complètement ton point de vue avec l'interprétation qu'on peut faire. Moi, je voulais faire le lien avec une autre apparition qui présente quelques points communs avec celle de Fatima, mais qui se passe en France, Ah oui, dans le département de l'Isère, au-dessus de Grenoble, à 2000 mètres d'altitude. Ce sont les apparitions de la Salette. Et ces apparitions se passent le 19 septembre 1846, c'est-à-dire même avant les apparitions de Lourdes. Et les témoins sont là aussi des enfants, ils sont deux, un garçon et une fille, qui la veille ne se connaissaient pas. Les parents les ont réunis en leur disant bah, demain, vous allez aller garder le troupeau des vaches dans les hauts alpages. Et chose qu'il faut signaler aussi, c'est que ces enfants ne parlaient pas le français, ils parlaient le patois. À l'époque, il y avait des patois dans toutes les régions et dans celle-ci de l'Isère, on parlait le patois surtout dans un coin reculé. Et alors, ce que les enfants ont vu, ils s'endorment en gardant les vaches, parce que quand ils gardent des vaches, c'est sur toute presque 24 heures. Ils s'endorment, mais à un moment donné, ils sont réveillés par une lumière qu'ils observent un petit peu en contrebas. Et là, sur un rocher, ils voient une dame, c'est ce qu'ils disent, une dame de lumière qui est assise et qui semble pleurer. Ils s'approchent de cette dame se met debout, et chose assez miraculeuse, si je peux dire, au sens physique du terme, c'est qu'elle parle à chacun en leur disant à chacun des phrases différentes, mais elle parle en même temps. C'est-à-dire que chaque enfant ne reçoit pas le même son, si je puis dire. Alors, l'apparition dure une dizaine de minutes. En fait, l'entité, la Vierge, leur dit il faut que les chrétiens soient plus assidus à la messe, sinon il y aura une colère qui se manifestera. Et à ce moment-là, l'entité semble flotter au-dessus des herbes. Elle monte un peu sur la colline, une espèce de boule de lumière semble l'entourer. Les enfants disent qu'ils voient au travers de la dame et de la boule de lumière le paysage, donc il y a un effet de transparence, et l'entité dans cette boule de lumière disparaît à l'horizon. Chose intéressante, un petit peu comme à Lourdes, c'est qu'à l'endroit où la Vierge, où la Dame a stationné, jaillit une source qui coule toujours aujourd'hui. Alors moi, je suis monté plusieurs fois et j'ai séjourné plusieurs fois dans le sanctuaire de la Salette, parce qu'à 2000 mètres d'altitude, il y a un sanctuaire avec une basilique, hein, pas une église ni une chapelle, une basilique. Et il y a d'ailleurs une communauté religieuse qui est là-bas. J'ai pu accéder à un certain nombre de documents, notamment d'iconographie. Et c'est vrai que les documents d'iconographie de l'époque, parce qu'à l'époque, tout le monde en a parlé dans la presse locale, hein, il y avait déjà une presse dans cette époque du 19e siècle. Et alors, on a un peu le même. Alors, l'iconographie, donc, vraiment est assez fulgurante, c'est-à-dire qu'on a vraiment le dessin de cette boule de lumière, on voit le paysage. Déjà à l'époque, ils avaient présenté ça, on voit le paysage au travers de la dame et de cette boule de lumière. Et puis tout de suite, bon, il y a eu là aussi la mainmise de l'Église. Les enfants
On a tenté de les faire se contredire, on a tenté de les faire se dédire. Ils ne se sont pas contredits, ils ne se sont pas dédits. Et ensuite, d'ailleurs, ils n'ont plus été en contact. Chacun est parti vivre sa vie, le garçon d'ailleurs, dans un autre pays que la France. Et la jeune fille, elle, est rentrée, un peu comme Lucie, dans un ordre religieux, et elle est revenue vers la fin de sa vie à la Salette. En tout cas, elle ne s'est jamais contredite. Donc voilà, je voulais soumettre ça, je voulais avoir tes réactions. Et avant, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que en 1979, près de Saint-Étienne, Oui, c'est il y a un écrit. endroit, voilà, les apparitions de la talaudière. Moi, j'ai assisté personnellement. Alors, c'était un peu comme à Fatima, c'est-à-dire que c'était une jeune fille seule, Blandine, et qui voyait la Vierge, disait-elle, et à chaque fois, elle disait, ben, la Vierge m'a dit qu'elle revenait dans 10 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, et à chaque fois, il y avait de plus en plus de monde. Et à la fin, dans ce petit jardin, dans la banlieue minière de Saint-Étienne, il y avait quelques centaines de personnes venues de toute la France et d'Italie. Et moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est des gens faire des photos. Alors, là, il n'y avait pas de soleil qui dansait. La jeune fille disait, elle avait 14 ans, disait, la Vierge est dans cette direction. Les gens faisaient des photos au Polaroid. Et moi, j'ai vu des photos sortir de l'appareil Polaroid sur lequel il y avait une silhouette qui pouvait tout à fait évoquer la Vierge. Et le phénomène auquel j'ai personnellement assisté, la pluie tombait, la jeune Blandine dit, la Vierge va apparaître dans quelques minutes, et la pluie cesse de tomber sur le périmètre du jardin. C'est-à-dire, dès qu'on s'éloignait du jardin, une quarantaine de mètres, une cinquantaine de mètres, la pluie tombait, mais sur le jardin, la pluie ne tombait plus. Voilà. Alors, c'est un témoignage, donc je confie ça à nos auditeurs et à Daniel, et j'aimerais recueillir, Daniel, tes impressions sur la Salette et sur la Talonnière. Alors, tout ce que tu viens de dire est très intéressant, Jean-Pierre. Et ce qui est particulièrement impressionnant, c'est le fait qu'il y ait des points communs entre Fatima et la Salette, et entre toutes les apparitions mariales d'ailleurs, hein. Et souvent, les témoins sont de jeunes enfants qui ont 10 ans, 12 ans, qui sont quand même assez jeunes et qui souvent sont des pâtres ou des bergers, des personnes qui gardent des troupeaux. Alors à la Salette, je crois que c'est le cas aussi. Oui, oui, c'est le cas. Voilà, bon, Bernadette Soubirous, je crois aussi qu'elle était bergère. Donc à Fatima, ce sont des bergers. Bah, c'est vraiment des enfants qui viennent souvent de milieux très simples, des milieux ruraux, etc. Au Portugal, en 1917, c'est vraiment un endroit extrêmement reculé où les gens ne savaient pratiquement pas lire et pratiquement pas écrire. Donc, on trouve des points communs entre Fatima et puis les autres apparitions mariales. Alors, est-ce que la Salette relève du même type d'apparition que Fatima? Peut-être, mais je ne connais pas suffisamment ce qui s'est passé à Fatima, à la Salette, pardon, pour établir un parallèle entre ces deux types d'apparitions. Fatima, c'est bien particulier quand même, hein, parce qu'il y a eu ce phénomène du 13 octobre 1917 qui ne se retrouve pas ailleurs quand même. Et là, il y a eu quand même des dizaines de milliers de témoins. À la Salette, alors je ne sais pas exactement combien il y a eu de témoins, c'est quelques centaines peut-être. Est-ce que, à part les témoins, il y a eu d'autres personnes qui ont assisté au Non, phénomène de la Salette? à la Salette, la différence avec Fatima, c'est que comme témoin, il n'y a eu que les deux enfants. Il n'y a Voilà, qu'eux qui ont vu la scène. Il y a eu une seule apparition. Elle a duré une quinzaine de minutes, telle que je l'ai décrite. Et ensuite, ça a été les enfants ont été pris en charge, ils ont témoigné, parce que tout de d'accord. suite, ils ont raconté ce qu'ils avaient vu. Mais effectivement, eux aussi, à l'époque, ne savaient pas lire ni écrire. Ils avaient très, très peu de culture. Et malgré tout, dans les propos qu'ils ont rapportés, ils donnent des détails que visiblement ils ne pouvaient pas inventer sur la description de la personne lumineuse. Alors certains diront la Vierge. Moi, j'avoue que j'ai pas encore d'avis très tranché sur ce Oui, que je sais, c'est qu'il y a un point commun on va dire dans la description, dans le témoignage entre Fatima et la Salette, mais
La Salette, il n'y a que deux témoins, alors que Fatima. Par contre, sur les apparitions de la Talaudière, là, il y a effectivement, à la fin, il y a eu plusieurs centaines de témoins qui ont vu des choses dans le ciel, qui ont fait des photos. Et ça, j'ai été sur place à l'époque, donc je peux en témoigner. Et voilà. Donc, D'accord. il y a des Alors c'est choses qui. intéressant parce que tu parles de globes lumineux à Fatima entre le 13 mai et le 13 octobre. euh, Avant les apparitions, avant que les voyants, les trois enfants voient l'entité féminine, il y avait des globes lumineux qui se déplaçaient, souvent d'est en ouest, et des globes lumineux, donc comme ceux que tu décris dans les apparitions de la Salette. Et alors, à Fatima, il n'y a que Lucie qui entendait l'entité féminine. La voyait et l'entendait, alors que les deux autres témoins la voyaient mais ne l'entendaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de dialogue avec l'entité. Il y a que Lucie qui a vraiment eu, on va dire, une communication, un échange verbal ou télépathique entre elle et l'entité. Et à Fatima, ça s'est passé à la Cova de Heria. Il y avait ce qu'on appelle un chêne vert. Donc c'est un arbre, un chêne qui est toujours vert. Et lorsque les voyants disaient voir l'entité arriver, donc il y avait un globe lumineux qui arrivait. Parfois, il y avait une petite fumée ou un petit nuage qui était au-dessus du chêne vert, et ils voyaient les ramures du chêne vert se plier. Alors les gens ne voyaient pas l'entité, mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose de pesant qui semblait être au sommet de ce chêne vert. Et quand l'entité féminine repartait, donc il y avait un phénomène lumineux, et donc le chêne vert reprenait sa forme initiale. Donc on sentait bien qu'il y avait quelque chose de lourd, de matériel qui se posait au sommet du chêne vert. Il y a eu Alors, aussi bon, des baisses de température. Les témoins ont observé que subitement, lorsque l'apparition féminine apparaissait, il y avait des baisses de température. Il y a eu aussi des espèces de flocons blancs ressemblant à des flocons de neige qui tombaient et qui se sublimaient en touchant le sol, un peu comme ce qu'on appelle les cheveux d'ange en ufologie. Donc on retrouve toute la panoplie des phénomènes classiques de l'ufologie dans les apparitions de Fatima. Alors je ne sais à pas la, si Ta- à la on les retrouve. Talaudière, oui, à la Oui, Talaudière, il y a eu des phénomènes de globes lumineux photographiés dans les arbres du jardin au moment de l'apparition. Euh, Moi, j'ai un ami qui était avec moi qui, lui, a photographié les arbres. Il n'a rien vu, mais sur le développement des photos, on voit des globes lumineux. Ce ne sont pas des reflets du soleil parce que le soleil était dans son dos. Donc, voilà, c'est tout à oui, fait alors la insolite. Talaudière, bon, tu m'avais confié un dossier complet sur cette Oui, affaire. oui, Je pense que c'est un cas, bon, on en avait parlé ensemble, qui mériterait d'être publié. Je tout à pense que c'est fait. un cas qui mériterait d'être publié parce que tu as suffisamment d'éléments, puisque tu as été témoin direct de ce qui s'est passé, pour vraiment enfin, publier quelque chose d'extrêmement intéressant. Et Alors surtout moi, que, ouais, oui, une équipe du CNRS à l'époque est intervenue sur place et a suivi aussi tout ce qui s'est passé. Et plus tard a fait un film documentaire qui a été diffusé, qui n'a jamais été diffusé d'ailleurs. Donc, il était programmé sur France 3, il a été déprogrammé. À l'époque, moi, j'étais en lien avec le directeur de France 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, à l'époque, c'était FR3 Rhône-Alpes. Et j'ai eu à l'époque une copie de cette émission. Et dans cette émission, c'est assez surprenant. Ils ont récupéré cette équipe du CNRS, justement, un certain nombre de photos de l'apparition. Et c'est assez troublant. Donc, effectivement, ouais, mais ça reste dans mes projets aussi de pouvoir publier ouais, quelque alors chose je ne sais pas si sur tu te cette souviens, affaire. mais quand on en avait parlé ensemble, j'avais fait des recherches de mon côté Oui, et j'avais retrouvé l'adresse de la témoin principale, qui est toujours oui, vivante, je crois, oui, oui, je confirme. et qui habitait chez sa maman. Alors, Oui, je me souviens très bien parce que j'avais récupéré le numéro de téléphone, j'avais téléphoné plusieurs fois, et à chaque fois, je tombais sur la maman du témoin qui disait non, non, elle veut plus en parler, c'est du passé, c'est une histoire passée, on a oublié tout ça, elle veut plus du tout en parler. Ce qui est dommage,
ce qui est Ce qui est parfaitement dommage. dommage. C'est Parce exact. que si Elle a, cette femme témoin donc, pouvait encore parler et nous dire ce qu'elle a vu à l'époque, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. mais effectivement, il y a eu un tollé à l'époque de cette affaire. L'évêque de Saint-Étienne a Oui, dit n'y allez pas, ce n'est pas une vraie apparition. Le prêtre de la commune de la Talaudière a dit la même chose. L'évêque a publié un communiqué de presse mettant en garde les chrétiens de ne pas y aller, que ouais. c'était une Mais fausse à apparition. Fatima, ça n'a pas été un peu comme ça au début. Les Oui, enfants n'ont alors, pas été, alors en ont fait, pas pas tout été à fait. embêtés. Euh, la Talaudière, je pense que l'Église catholique n'a jamais reconnu les apparitions de la Talaudière. Exact. C'est-à-dire que, bon, tout de suite, l'Église catholique a mis son veto. C'est de fausses apparitions, on n'en parle plus, on étouffe l'affaire. L'affaire a été étouffée. Alors qu'à Fatima, au contraire, c'est-à-dire que, bon, vu l'ampleur des phénomènes, l'Église ne pouvait pas nier qu'il s'était passé quelque chose, elle ne pouvait pas dire non, il ne s'est rien passé, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de témoins. Donc, ce qui s'est passé à Fatima, c'est Ouais, mais qu'elle a récupéré le témoignage et elle l'a enrobé, on va dire, de la doctrine catholique. Et quand on lit les mémoires de Sœur Lucie, on voit tout de suite que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle a vu au départ. Ça a été réécrit. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu Fatima 1, ce sont les phénomènes originaux, le témoignage original de Lucie et des témoins, et Fatima 2, c'est l'histoire qui est complètement réécrite par l'Église catholique. ouais, mais justement, dans la partie Fatima 2, les enfants n'ont pas été pris un peu à partie par Ah l'Église. si, Ils ont alors à un cherché à moment leur faire. donné, oui, il y a eu un épisode qui s'est déroulé au mois d'août 1917, c'est-à-dire que les enfants, ils ont été mis en prison par le maire d'Aljustrel, ils ont été mis en prison, et le maire leur a dit, avouez que c'est vous qui avez monté cette histoire de toute pièce, que ça n'existe pas, etc. Mais les enfants, non, on dit, non, c'est pas nous qui avons monté cette histoire de toute pièce, c'est réel. Donc, ils ont été mis en prison, et ils étaient en prison le 13 août, il y a quand même eu les apparitions à la Cova d'Aéria. Donc, voilà. Après, ils ont été libérés. Bon. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a eu une pression sur les trois enfants pour qu'ils disent que, en fait, c'était une histoire montée de toutes pièces. Et D'accord. après, bon, il y a eu tellement de gens qui ont vu des choses extraordinaires à Fatima. L'Église catholique a été mise devant le fait accompli. Elle était très embêtée au départ. Au départ, elle ne savait pas. En fait, les apparitions de Fatima n'ont été reconnues comme apparitions mariales qu'en 1930. En 1930, il y a eu un procès, donc qui a été, alors c'est pas un procès en canonisation, mais il y a eu des études qui ont été faites très très longues, Pardon. les témoignages ont été analysés, et c'est bien plus tard que ces apparitions ont été reconnues officiellement par l'Église catholique. Donc il y a eu tout un processus. OK. François, Voilà. François Nedam, s'il te plaît. Oui, Bah, c'est à toi, la parole bonsoir, vous est à toi. m'entendez? Oui, bien. D'accord. Bien, oui, j'ai la question suivante, c'est d'abord merci pour cette passionnante conférence. Il y a eu un phénomène le 13 octobre, c'est que alors que tout le monde était trempé par la pluie, il paraît-il qu'il y a eu un phénomène de séchage Oui, c'est quasi ça. Complète. instantané des vêtements et de l'environnement. Exact. Alors, je ne sais pas si c'était purement local ou ça s'est étendu aux 70 000 personnes ou 80 000 personnes qui étaient là. En tout cas, c'est un phénomène assez curieux. Je voulais savoir si on avait déjà constaté un tel phénomène de séchage lors d'apparitions d'ovnis autre part. Eh bien, Alors, Jean-Pierre Cradec a un peu répondu. alors Euh, en ce qui concerne Fatima, oui, alors ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, je n'ai pas mentionné le phénomène de séchage, mais c'est vrai, et ça a été constaté, c'est-à-dire que à la fin de l'apparition du disque, parce que c'est un disque quand même qui s'est manifesté, ça a duré 10 minutes, hein. À la fin, le sol était sec et les gens étaient secs. C'est-à-dire que, alors, à l'endroit, à la Covaderia, hein, c'est quelques centaines de mètres, hein, c'est pas non plus des kilomètres et des kilomètres, hein. Donc, dans un endroit bien précis,
bien délimité, le terrain était complètement séché. Alors, ça peut s'expliquer par des phénomènes thermiques tout à fait classiques, hein. Est-ce que le disque a dégagé une certaine chaleur? Alors, il y a eu des phénomènes lumineux. Est-ce que les phénomènes lumineux avec des lumières jaunes, rouges et vertes, etc., n'a pas séché le sol? Bon, voilà, on peut expliquer assez facilement ce phénomène de séchage du sol et des témoins. Mais est-ce que ça a déjà été constaté, ce phénomène de séchage, dans d'autres phénomènes ovnis? Alors, j'ai pas de cas à l'esprit, mais je crois que oui. Alors, Jean-Pierre pourrait peut-être me le confirmer, mais je crois que ça fait partie peut-être oui, de la sémiologie ovnienne. D'accord. Mais j'ai Il y a un j'ai autre pas de fait. cas précis qui me viennent en tête D'accord. maintenant. Ok. Je, Il y a un autre. je confirme que dans les cas d'ufologie pure, il y a eu, je ne les ai pas non plus en tête, mais je sais qu'il y a eu des, ils sont rares, mais il y a eu des cas où les témoins Ouais. ont été séchés, ils étaient mouillés, ils ont été séchés. C'est arrivé, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Et un autre phénomène aussi, je voulais savoir si on avait constaté ça dans d'autres apparitions d'OVNI, c'est que le disque, à un moment, se rapprochait de la foule et puis s'éloignait de la foule et se rapprochait à tel point qu'à un moment, un cri, enfin la foule a pris peur et a commencé à crier. Pareil, ce phénomène étrange, a-t-il déjà été constaté lors d'apparitions d'OVNI? Alors, à Fatima, on a tout eu. Le disque a tremblé. Les gens ont vu le disque trembler comme ça, se déplacer un peu comme ça en tremblant. Il y a eu un déplacement en feuilles mortes. Donc ça, c'est typique. Déplacement de soucoupe en feuilles mortes. Et on a énormément de témoignages qui disent que les témoins ont vu la soucoupe se déplacer en feuilles mortes. On a aussi le disque qui est monté et qui est redescendu à vive allure sur la foule, comme s'il allait s'écraser sur la foule. Alors les gens Hmm. ont pris peur, il y en a qui se sont évanouis. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la littérature ufologique, je pense. Parce D'accord. que à Et j'ai Fatima, deux c'était autres un petites disque, hein. questions. Oui. Oui, deux autres petites questions. Peut-être l'avez-vous évoqué, mais je suis arrivé un peu en retard. Et y a-t-il d'autres personnes, avant le 13 octobre, hein, lors des apparitions des entités, y a-t-il d'autres personnes que les trois petits voyants, les trois petits bergers, qui ont vu quelque chose Alors, réellement oui, oui, il s'est passé des tas de choses. Bon, je n'ai pas tout décrit parce que dans mon livre, ça prend plusieurs dizaines de pages de description des événements entre le printemps 1915 et le 13 octobre 1917. Il s'est passé des tas de choses. Notamment bon, lorsque c'est l'entité féminine qui s'est manifestée à partir du 13 mai. Les gens ne voyaient pas l'entité. Il n'y a que Lucie, Jacinthe et François qui voyaient l'entité, et il n'y a que Lucie qui l'entendait et qui était capable de communiquer avec elle. Ce que les gens voyaient, ce que la foule voyait, souvent c'était, ils ressentaient par exemple un vent violent qui se déplaçait dans l'atmosphère, comme s'il y avait une masse énorme qui se déplaçait dans l'atmosphère, et ils ne voyaient pas la masse. Ils sentaient simplement le vent. Il voyait aussi un nuage, un petit nuage isolé qui se déplaçait et qui venait se positionner au-dessus du chêne vert. Donc c'est le petit arbre sur lequel l'entité féminine se manifestait. Il y avait aussi des éclairs, comme s'il y avait de la foudre. Il y avait des grondements. Il y avait, bon, j'ai dit, il y avait des pétales qui ressemblaient un peu à des flocons de neige. Enfin, tout un ensemble de phénomènes, des globes lumineux aussi. Il y avait des globes lumineux qui se déplaçaient d'est en ouest et qui passaient au-dessus de la foule. Donc, les gens ont vu des choses extraordinaires à Fatima. Et ils n'ont pas vu l'entité. Ils n'ont pas d'accord. vu l'entité. Et D'accord. dernière petite question, lorsque l'entité parlait aux enfants, est-ce qu'ils ont pu dire qu'ils entendaient est-ce que c'était un contact télépathique en quelque sorte, ou Ouais, est-ce qu'ils entendaient vraiment parler en portugais ou... alors ça, c'est une question auquel pas tous ceux qui se sont intéressés à Fatima se posent. Moi-même, je me suis posé la question. En fait, oui, les voyants entendaient l'entité. Alors, est-ce qu'ils entendaient comme nous, je vous entends aujourd'hui, c'est-à-dire avec nos oreilles, ou est-ce que c'était quelque chose qui était beaucoup plus intérieur, c'est-à-dire une espèce de communication télépathique? Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que je pense que c'était plutôt une communication intérieure.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi des témoignages d'observation d'OVNI où les témoins disent, lorsque il y a une rencontre rapprochée du troisième type avec une entité, il y a un dialogue télépathique qui peut s'instaurer avec l'entité qui descend de la soucoupe volante ou du vaisseau spatial. Moi, parce que la foule était très très près comment dirais-je, des enfants. Donc s'il y avait eu des paroles sonores, c'est-à-dire avec l'air qui vibre, je pense que les gens qui étaient à côté des enfants l'auraient entendu. Or, la foule ne l'entendait pas. Donc je pense que c'est plus quelque chose qui était de type télépathique. Et encore, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est une bonne D'accord, merci. question, hein, c'est vrai. Mais Fatima, on n'a pas tout résolu. Il y a encore plein de choses. Je Hmm. pense qu'il y aurait des études à faire sérieuses sur Fatima. Il y aurait encore plein de choses à découvrir. Tout à fait. Ok, Merci beaucoup. Bernard Guibault a levé la main il y a déjà pas mal de temps. Oui, Vas-y. Oui. bonjour, bonjour Daniel. Bonjour. Ma question est beaucoup plus générale. Je voudrais revenir au point de départ où vous avez dit que c'était une opération générale de communication. Ouais. Et pour communiquer quoi exactement? Ah, Ah, très bonne question. Effaré par la banalité de tous les messages Mario qui ne font que répéter en gros quelques lignes des évangiles. Et peut-être ma seconde question, c'est apparemment tous ces phénomènes apparaissent dans le milieu chrétien et je connais très peu ou pas de témoignages ou de quelque chose qui soit même dans le milieu dans les gens du livre et ailleurs encore moins. Pourquoi seulement chez les chrétiens? Voilà, ce serait peut-être mes deux questions. oui, alors ça aussi, c'est des questions auxquelles il faut essayer de répondre. Dans mon livre, je propose une hypothèse. Je dis bon, que c'est la première grande entreprise de communication entre une civilisation extraterrestre et puis l'humanité. Bon, dans le cas où on suppose que les apparitions de Fatima sont des apparitions de type ufologique. Donc c'est la première grande apparition ufologique du XXe siècle, avant les apparitions, que Kenneth Arnold explique ce qu'il a vu au-dessus du mont Rainier, avant bon, les grandes vagues de 52, etc. Tout semble avoir commencé en 1917. Alors bien sûr, on est en 1917. Bon, à l'époque, on ne savait même pas que la Voie lactée était une galaxie et que la plus proche galaxie de la Voie lactée, c'était Andromède. On ne le savait pas encore. En 1917, on ne parlait pas d'OVNI, on ne parlait pas d'extraterrestres, on ne parlait pas de voyages dans les planètes, etc. Donc forcément, la première explication qui venait aux gens qui assistaient à ce type de phénomène, c'est de dire, c'est d'origine divine, ça vient de Dieu. C'est quelque chose de divin. Alors pour quelle raison cette civilisation extraterrestre ou cette intelligence exogène s'est manifestée en 1917 au Portugal et s'est manifestée auprès de ces trois témoins? On ne peut émettre que des hypothèses. Alors, souvenons-nous quand même que 1917, on est en pleine guerre mondiale. Donc, si on va sur l'Est de la France, c'est le front, hein. Il y a eu quand même des millions de morts en 1917. Il y a aussi la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Donc c'est quand même une époque un peu chaotique. Donc qu'il y ait eu une apparition mariale à cet endroit pour dire, ben voilà, malgré le chaos mondial ambiant, bon, gardez espoir parce qu'il y a peut-être quelque chose de transcendant. Ça peut être. Alors, le fait que ça soit interprété de façon, je dirais, ufologique, ça n'est possible qu'au XXe siècle. C'est-à-dire que les premiers auteurs, le premier auteur qui en parle, c'est Paul Misraki dans un de ses livres. C'est Des signes dans le ciel, je crois, où il consacre un chapitre à Fatima. Il y a Jacques Vallée qui en parle dans son livre Le Collège invisible et qui consacre aussi un chapitre à Fatima sur la bienheureuse. Je crois que le titre du chapitre, c'est La technologie de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, c'est un des premiers auteurs, euh, Jacques Vallée, qui a décrit ce qui s'est passé à Fatima et qui l'interprète de façon,
avec une grille de lecture ufologique. Bon, il y a Gilles Pinon, il y a Christelle Soval, il y a les Portugais, enfin voilà, il n'y a pas des centaines de livres qui ont été écrits sur ce sujet en donnant une interprétation ufologique. Mais c'est qu'à partir du XXe siècle que, en réétudiant, en relisant les témoignages, qu'on a compris qu'à Fatima, c'était quelque chose qui était de nature ufologique. Alors, est-ce que ça fait partie de ce que Jacques Vallée appelle le système d'apprentissage, par exemple? Est-ce que c'est analogue à une vague, comme les grandes vagues qu'on a connues, bon, soit aux États-Unis, soit en Europe ou même en France, pour habituer les gens à la présence de quelque chose qui n'est pas qui est d'origine extraterrestre? Bon, là, le champ est ouvert à toutes les hypothèses, hein. Moi, j'en donne quelques-unes. Ce qui est quand même intéressant à Fatima, c'est d'une part le contexte religieux, et que tout de suite, ça a été interprété et enveloppé par une interprétation religieuse, ce qui d'ailleurs a permis de maintenir, comment dirais-je, les témoignages ont été transmis comme ça de génération en génération jusqu'à nous. Donc le fait que ça soit enrobé par une espèce d'explication religieuse, ça a permis aussi au phénomène de subsister jusqu'à nous. Donc voilà. Mais Le la raison Portugal, profonde, oui, le Portugal était en guerre avec les Alliés ou pas? Je crois pas, hein. Il non, ils était n'étaient pas en neutre. guerre. Non, le Portugal n'était pas en guerre, non. Ok. Non, il n'y a pas eu de Euh, soldats portugais qui se sont battus sur le Parce qu'ils étaient front. très amis avec les Anglais à l'époque, Ouais. mais ils ont eu Mais le l'intelligence Portugal, à de l'époque, rester en dehors. ouais, c'était une petite puissance. Enfin, ils Oui, n'avaient on pas une n'était pas grosse beaucoup. armée, hein. Ils n'avaient pas une grosse armée, les Portugais. D'accord. Moi, j'ai pensé à une chose, mais ça va un peu à l'encontre de l'hypothèse que tu défends. Mais est-ce que on n'aurait pas affaire à ce qu'on appelle dans l'occultisme, tu vois, une égrégore, c'est-à-dire une coalition d'esprits qui provoque le phénomène, c'est-à-dire un phénomène paranormal de masse. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ah ouais, Bah, pourquoi pas. on pourrait expliquer toute l'ufologie comme ça, ce qui m'embête parce que je suis assez partisan de l'hypothèse extraterrestre. Mais Là, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. C'est une Oui, hypothèse que j'ai. je peux le formuler autrement pour aider Oui. Patrice, enfin, un autre éclairage. C'est-à-dire que comment peut-on se permettre de faire d'établir une frontière entre quelque chose qui est divin et quelque chose qui est ufologique? Moi, ça me paraît Ah, un petit bon, peu bah, flou. ça, c'est Parce un que dé... où commence le divin, Ah où oui, se termine l'ufologique? je suis entièrement d'accord avec vous. ah oui, oui, oui. C'est là où mais la frontière est extrêmement floue. La frontière est extrêmement floue. Est-ce que les ovnis ou une partie du phénomène ovni n'aurait pas quelque chose à voir avec ce que nous on appelle le divin? Bon, alors je ne vais pas je vais pas exposer la théorie des anciens astronautes, mais quand on relit l'Ancien Testament, et notamment lorsque Moïse monte au sommet du mont Sinaï et qui décrit comment il rencontre Yahvé. Je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais Yahvé, il arrive, il y a des éclairs, il y a de la poussière, il y a des vibrations. Enfin, on a plutôt l'impression que c'est une espèce d'engin qui va se poser qu'un être divin éthéré qui arrive et qui va dialoguer avec Moïse. Voilà. Donc, c'est très juste ce que vous dites. La frontière, alors, pour une partie du phénomène ovni, je ne dis pas que tout le phénomène ovni est concerné, mais pour une partie, effectivement, la frontière est extrêmement floue. En plus, à Fatima, il y a eu des guérisons. Et qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel que les guérisons? Le Christ, il est surtout connu par ses guérisons. Et tous les lieux de la chrétienté, tous les lieux où il y a eu des apparitions mariales, sont des lieux de guérison, donc des lieux de spiritualité. Donc oui, c'est une remarque qui est très pertinente. Il y a des guérisons placebo aussi, hein. Oui, bien sûr. Oui, les gens qui souffrent de maladies psychiques. Mais là, bon, par exemple, dans le cas de la personne qui avait une tumeur à l'œil et qui a été guérie quasiment instantanément, c'était pas une maladie psychique, c'était une maladie physique.
Hmm. physique. Alors Et, oui, c'est pas, et ça, on le retrouve en ufologie. D'ailleurs, il y a un livre là, euh, écrit par un Américain qui relate tous les cas ufologiques où il y a eu des guérisons. Et en ufologie, il y a énormément de cas où les personnes avaient soit des handicaps, soit des maladies, qui ont été guéries en voyant un ovni et pas une apparition mariale. Donc, oui, Oui. tout à voilà. fait. Alors non, mais juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que dans la description védique, hein, du monde en Inde, il n'y a pas de frontière entre, si vous voulez, notre monde matériel et le monde spirituel le plus élevé. C'est-à-dire c'est un continuum, il y a une stratification, c'est-à-dire que les autres mondes, ils sont structurés en couches, hein. Il y a 7 mondes au-dessus de nous. Donc finalement, je pense que le phénomène ufologique, il doit se situer quelque part. Enfin, il y a une partie des phénomènes ufologiques qui doivent se situer à un certain niveau plus subtil que le nôtre, parce il y a un certain nombre de lois de la nature qui sont activées et qui nous paraissent assez extraordinaires, hein, comme la lévitation par exemple. Alors la lévitation, c'est pas forcément divin, c'est la maîtrise de la pesanteur, hein, la gravitation est annulée. Donc ça veut dire qu'il y a des lois de la nature qui sont activées à des niveaux plus subtils, hein, dans les autres mondes. Donc finalement, on a affaire à un continuum, hein, un empilement de mondes, hein, qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. C'est extrêmement complexe, hein, l'univers. Donc c'est pour ça que, enfin, merci, c'est très intéressant ce récit de Fatima. Bien sûr. Je voulais juste poser la question. La talaudière, ça s'écrit comment? T-A-L-A-U? Donc, il y a D-E. 2 L. Il Talaudière. y a 2 L, d'accord. Ouais, Va dans le chat, tu trouveras le message. Ok, ok, très bien. oui, Non, mais ouais, c'est pas loin de Saint-Étienne. C'est pas loin de et Saint-Étienne. alors moi, Daniel, la dernière question que je voulais vous poser, c'est euh, finalement, quel est le lien entre euh, de 1915 et mai 1917? C'est-à-dire que l'ange, il a introduit la Vierge, enfin il l'a présentée. Comment est-ce qu'il a établi la transition auprès des enfants En fait, ouais, entre son message et l'arrivée de la Vierge? en fait quand la première phase que j'ai décrite, donc les témoins sont en présence d'une entité masculine. Alors au début, ils ne voient pas une entité masculine, ils voient une espèce de bonhomme de neige de forme humanoïde à travers laquelle cette forme passe une lumière très, très intense. Après, il y a eu des manifestations en 1916 où ils ont vu un enfant de 15 ans. Il y a même eu un épisode où cet ange aurait reconstitué la messe, l'Eucharistie, c'est-à-dire leur a montré l'hostie ensanglantée avec une goutte de sang qui tombait dans un calice, etc. Donc il y aurait une reconstitution de la messe, peut-être à l'intention des enfants. Donc, et les enfants, au moment de cet épisode de l'Eucharistie, Lucie mange l'hostie et puis Jacinthe et François boivent le sang du calice. Voilà, enfin, il y a des tas d'épisodes. Et les enfants sont dans un état bizarre. Moi, je dis que, en fait, cette période préparatoire qui a duré 2 ans, c'est pour mettre en condition les enfants pour qu'ils soient prêts au moment où ils vont rencontrer l'entité féminine. Il faut qu'ils soient prêts. Ils soient Oui. prêts à l'entendre, ils soient prêts Une à phase de dialoguer réglage. avec elle. Voilà, une sorte de réglage. Moi, j'aimais l'hypothèse, je ne suis pas le seul à l'émettre d'ailleurs, qu'il y a peut-être eu un enlèvement. Peut-être que, est-ce que les enfants ont été enlevés? Est-ce qu'on leur a mis des implants? Euh, Tout est possible. Ça ressemble beaucoup, ce qui s'est passé pendant la phase préparatoire, à ce que décrivent les abductés, par exemple, hein. Ils voient des entités féminines, ils ont un dialogue, ils se sentent un peu bizarres, ils ont l'impression d'être dans dans un univers un peu surnaturel. Ils ne contrôlent pas, c'est-à-dire que c'est l'ange qui contrôle le psychisme et le physique des enfants. Donc, comme si, voilà, ils étaient préparés physiquement et psychiquement à ce qu'ils allaient vivre. Mais l'ange ne parle pas de la dame, il n'en parle pas. C'est après que bon, les enfants découvrent qu'il y a aussi une entité féminine. Tout ça
semble suivre un processus logique. D'accord. Ok, Ok. bien. Voilà, voilà ce Merci. qu'on peut dire. Après, moi, je n'ai pas réponse à toutes les questions, hein. Il reste encore beaucoup de choses, de problèmes à résoudre et de questions, des questions qui n'ont pas de réponse. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas posé de questions, mais ils sont les bienvenus s'ils veulent se manifester. Philippe, Philippe Drame avec son éléphant. Je me permets de réintervenir. Auriez-vous les Oui, références de ce livre dont vous parlez, de l'Américain qui a fait le lien entre les guérisons et les ovnis? Oui, alors il faut que je le retrouve. Je dois l'avoir par là. Au moins l'auteur. Ouais, il faudrait que je le passe à Patrice. oui, mais je transmettrai. Je ne sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. Raconter Catherine. Remarquez, il y a aussi des ovnis qui rendent malades, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Egon Kragel a fait une conférence là-dessus. Ah oui. Oui, bah, de toute façon, on a tous les cas de figure, hein. On a tous les cas de figure, guérison. Alors c'est pour ça, bon, quand on dit phénomène ufologique, pour moi, le phénomène ufologique, c'est quelque chose qui est extrêmement varié, et qui n'a pas forcément la même source et la même origine, hein. Quel rapport y a-t-il entre ce qu'on appelle les petits gris ou d'autres types de races extraterrestres et puis ce qui s'est passé à Fatima? Oui. On ne sait rien. Le phénomène ufologique est multiforme et beaucoup plus complexe qu'on l'imagine d'ordinaire, beaucoup plus complexe. Ça serait peut-être Il faut se amusant méfier des généralités en ufologie, hein. On peut de pas faire une tout. carte du territoire, une carte du phénomène ufologie avec ses débordements dans tous les sens. Ah oui, oui, Euh, c'est dingue, c'est ça me, complètement ça dingue, me, ouais. faudrait que je Ça m'amuse à touche ça. une multitude de domaines, de disciplines scientifiques. Moi, enfin, quand on faisait des enquêtes, et on allait sur le terrain, on rencontrait les témoins, et là, on s'apercevait que bon, il fallait faire appel à une multitude de disciplines, à l'optique, à la psychologie, à la sociologie, à l'astronomie, à la philosophie. Enfin, ça concerne des tas de disciplines. Oui, oui, Les ça fait pas recherches mal. ufologiques sont multidisciplinaires. Je change complètement de sujet parce que je vois que euh, ça bouge pas trop. Euh, Tu t'intéresses aussi au crop circle toujours, ou tu t'es fait une opinion sur le sujet, tu laisses Alors tomber. non, je suis pas un spécialiste des crop circles. Bon, je connais un peu le phénomène. Là, c'est pareil. Bon, les descriptions qui en sont faites. Est-ce que ce phénomène des crop circles est lié à l'ufologie? Oui et non. Bon, puisque souvent, bon, on a des vidéos qui ont été faites où une boule se déplaçait au-dessus du champ et au moment où la boule se déplaçait, on voyait le crop circle se former. Oui, c'est un peu, Après, moi, c'est fascinant c'est un les peu crop léger, circles. oui. Mm. Ouais, bon, moi, j'ai pas toutes les réponses, hein. C'est comme Ah ben, le phénomène des hommes en noir, des Men in Black. Est-ce que c'est un lien ouais, avec l'ufologie ou pas l'ufologie? ouais, tu Oui, devrais avoir certainement. toutes les réponses, parce que quand même, tu gagnerais de l'argent. Déjà, tu sais, quand tu commences à te plonger dans Fatima, déjà, c'est un beau sujet d'étude Oh qui oui, oui. demande pas mal de Bon, à temps, mon hein. avis, on peut y Bon, rester moi, je me toute la suis vie. aussi beaucoup passionné, bon, comme peut-être le savent ceux qui nous écoutent, aux observations d'ovnis triangulaires, hein. Donc, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc, là aussi, c'est un champ d'étude à part entière et bon, à chaque fois, on découvre des tas de choses. L'ufologie, on peut Ok. l'aborder par différents Il y a points de quelqu'un vue. qui fait la vaisselle, qui fait du bruit. Oui, Ouais. c'est qui casse les plats, là. Je vais donner la parole à Hugo. Vas-y. Tu peux parler, Hugo. Ah, il a coupé le son. Bah, il a levé la main, je pense que c'était pour parler. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, ça y est. Et on Non, te deux petits voit. trucs. Oh, il y avait premier truc, c'est ce que j'ai écrit dans le chat. Le fait que le soleil soit pas visible, c'est pas tout simplement lié à la météo. Oui, Parce bah, que au départ, enfin, le 13 octobre, hein, le Au ciel était début, nuageux. probablement. Nuageux, il pleuvait, etc.
Bon, alors bien sûr, les gens ne voyaient pas le soleil. Oui, c'est ça. Mais d'un seul coup, le ciel s'est éclairci, la pluie a cessé. Alors, est-ce que c'est un phénomène naturel ou est-ce que c'est un phénomène qui a été provoqué par quelque chose d'artificiel? J'ai expliqué qu'il y a eu une hypothèse qui a été formulée par des ingénieurs qui dit qu'il y a un ovni qui est stationné à une quarantaine de kilomètres au-dessus de la Cova Aérea et ils auraient déployé une espèce de vaste panneau bleu pour empêcher la pluie de tomber et pour que les gens en bas ne voient pas le soleil. Oui, vous en aviez parlé, mais non, mais C'est une hypothèse. tout simplement, on peut imaginer que la pluie cesse et même que le ciel se dégage un petit peu, mais qu'il reste un voile par-dessus. Ou, je veux dire, ça doit être des informations qu'on doit avoir, ça. Je veux dire, Alors, dans les témoignages, parce que le ciel était bleu, c'est ça la question, oui, quoi. le ciel était bleu, parfaitement bleu, la pluie Ah avait oui. cessé. Et Ah les ouais. gens, en fait, bon, imaginez, les gens ne regardaient plus le soleil. Admettons que le soleil était à peine visible derrière un voile nuageux, les gens n'ont vu que le disque. Oui, ça Les c'est gens logique. n'ont regardé que le disque. Bon, et alors, le fait de dire que c'est le soleil qui a dansé, c'est après. En fait, ce sont les journalistes qui, après, ont dit le soleil a dansé à Fatima. Les Ouais. gens sur place n'ont jamais dit que le soleil avait dansé. C'est après les journalistes, bon, un Oui. peu sur un ton ironique, ont dit ah bah, le soleil a dansé à Fatima. Bon, c'est ce qui est resté après. Ah oui, c'est possible que, oui, tout simplement, le soleil était là et puis Et voilà. personne n'a Enfin, je veux pensé à dire, le ils étaient mentionner. tellement accaparés par ce qu'ils voyaient, qui était absolument. Il faut... Bon, moi, j'essaie de me mettre à la place de ces gens qui savaient à peine lire et écrire, et qui d'un seul coup assistent à ce type de phénomène. Mais pour eux, c'était. Bah, ils ont cru que c'était la fin du monde, quoi. Il y en a qui ont cru que c'était la fin du monde. Mm. Ça devait Le, être le très livre impressionnant. Le livre dont tu parlais, Daniel, son titre a été mis dans le chat, mais il y a tellement de choses dans le chat que je n'arrive pas à le retrouver. Mais Le euh, livre de Gilles Pinon? De Dennett. Ah oui, je me rappelle plus. Ouais. Je dois l'avoir par là, parce que j'ai pas mal de bouquins ufologiques. En tout cas, il y C'est a un une livre qui m'avait référence. impressionné parce que c'est une des rares études consacrées entièrement aux guérisons de témoins après une observation d'OVNI. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Bon, de toute façon, je publierai le chat. Ça Et coûte pas cher. un deuxième point, pour rattacher un peu ça à l'actualité, il y a. Est-ce que vous avez vu l'interview de Jacob Barber qui est sorti, je crois, hier ou il y a 2 jours? Ah, bien sûr, oui, je l'ai 2 jours. vu. Ouais, Il ouais. parle justement d'une présence féminine. Mhm. C'est-à-dire Ah que oui, lui dit il a eu une. Enfin, je sais pas s'il faut résumer toute l'affaire. En gros, bon, c'est un pilote c'est la première. d'hélicoptère Oui, allez-y. qui, c'est un pilote d'hélicoptère qui, en fait, a décidé de parler. Il a participé à des récupérations d'OVNI aux États-Unis. Il y a une petite vidéo d'ailleurs où on montre, alors bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, on en parlait avant la conférence tout à l'heure, mais il y a une petite vidéo qui montre la récupération d'un ovni en forme ovoïde par cet hélicoptère. Tout ça en lumière artificielle, En lumière, oui, en éclair, de, oui, en éclairage la vision de nuit, nuit, ouais. vision de Vision de nuit, nuit, en ouais. nocturne. Ce qui est très important effectivement, c'est que ce pilote a été terriblement affecté psychiquement. Il a failli être incapable d'assurer sa mission. Il a dû se concentrer parce qu'il ressentait une très forte impression télépathique qui était variable. Il y avait des moments de joie intense, d'autres de tristesse, qui émanaient apparemment de cet objet. Et quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que souvent on dit, mais c'est impossible que les ovnis se crachent puisqu'ils viennent d'une très grande civilisation très évoluée, donc ça tient pas debout vos histoires de crash de nid. Là, c'est pas du tout ça. Les ovnis sont capturés, enfin, entre guillemets, hein, seraient capturés, attirés par des groupes de psychiques, c'est-à-dire de spécialistes de la télépathie, des humains, qui, ensemble, arrivent à attirer l'OVNI et à le faire se poser au sol. Et c'est comme ça ils arrivent à en récupérer. Alors, et ces gens,
Voilà. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ben, pour l'instant, on a Est-ce juste que, l'information. et oui, C'est- dans cette impression télépathique qu'il a eue, il dit que il a eu l'impression d'une présence féminine. Et du coup, c'est vrai que Oui, tu as raison. ça fait Tu as un raison. peu écho. Ouais. C'est intéressant. Mais Ross Coulthard, le journaliste qui l'a interviewé, c'est un gars qui est quand même plutôt solide. C'est vrai que c'est énorme quand même. C'est difficile à avaler comme pilule. Mais Exactement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se déchaîner contre ça, mais bon, ça, c'est sûr. c'est, peu importe. Ça, Mais non, pas peu importe, mais c'est comme ça. non. Ce que je voudrais dire, c'est que dans certaines observations, il y a ce que j'appelle moi une dimension psychique. C'est-à-dire que, bon, le témoin observe un phénomène qui semble bien réel, matériel. Alors avec le phénomène OVNI, matérialité, immatérialité, l'OVNI il peut passer de l'un à l'autre. Il peut être matériel, devenir immatériel. Voilà. La frontière, elle est floue entre les deux. Et il y a cette dimension psychique, c'est-à-dire que il y a parfois, bon, notamment dans les observations de triangle, une modification de l'environnement. Lorsque le témoin est en présence d'un triangle, il a l'impression que le temps s'arrête et que l'espace-temps semble figé. Et il peut y avoir aussi quelque chose une relation télépathique avec l'OVNI. D'ailleurs, certains témoins disent qu'ils ressentaient la puissance psychique du triangle, c'est-à-dire que on a des cas où le témoin a dit bon, si par exemple un être humain psychiquement ça représente 1 watt, l'OVNI auquel que j'ai vu, c'était la puissance psychique de l'OVNI, c'était 1000 watts. L'OVNI dégageait une puissance psychique. Donc l'OVNI se trouve à la frontière entre le monde matériel, le monde psychique, peut-être le monde spirituel, et le monde des dieux, j'en sais rien. C'est pas quelque chose voilà, qui a une seule réalité. Il est à la frontière de plusieurs réalités, l'OVNI. Eh ben, on va essayer de convaincre mon frère avec tout ça. C'est mal barré. Ah bah, Parce c'est- c'est un universitaire. ah, bah, qu'il étudie Fatima, peut-être qu'il changera d'avis. Je vois que Thibaut a de nouveau quelque chose, une question à Oui, poser. oui, alors moi j'ai perdu le fil avec tout ça. Il y a tellement de choses à travailler là-dessus. On est parti sur Fatima et on en vient sur un point d'actualité. Je voulais simplement faire une petite parenthèse qui mérite quand même le coup. Bon, j'ai suivi effectivement, je pense que tout le monde ici sur ta chaîne a suivi l'interview avec Rose Coulthard et puis effectivement Jacob Barber. Bon, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a un gars solide qui est accrédité, qui a été validé par tous ses pairs. Et puis, ce gars-là, donc, il arrête son activité. Bon, dans sa période d'activité professionnelle en tant que pilote d'hélicoptère, travaillant pour des contractants privés, euh, il a effectivement eu des missions très spéciales et il s'est rendu compte qu'il y a eu des équipes qu'il appelle des psionics, des psy, enfin, des personnes douées de capacités psy. Bon, ok, ça c'est un fait. Il arrête son activité et quelques années après, le gars se reconvertit en créant une unité de gens psy pour faire la même chose. Et il travaille, il a décidé de travailler pas de vente, enfin je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, il participe, si vous voulez, à la recherche militaire avec son pays. Ça, c'est quand même un point important qu'il faut souligner. C'est pas un type qui tout d'un coup bosse, il arrête de travailler, ok, c'est bon, on met les mains dans les poches, on arrête tout. Non, le type se reconvertit en créant une unité à lui. C'est quand même un truc incroyable. Ouais. Tu veux dire qu'il ferait sa pub? Moi, je pense que, bon, je suis un peu valésien dans l'âme, mais je pense Mhm. qu'on arrive à un point, bon, je pense que Monsieur Robin pourra le partager, mais je pense qu'on arrive à un point, une intersection, il y a un truc sur lequel on arrive,
et on est en train de comprendre que on ne s'est pas tourné sur les bonnes lignes, sur les bonnes pages. On est vraiment sur un truc là dans lequel on fait partie. On fait partie du jeu, mais à un niveau vraiment très très subtil. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le phénomène OVNI, quel que soit l'aspect qu'il peut prendre, est à la frontière de plusieurs mondes, je dirais, de plusieurs types de réalités. Il peut être à la fois matériel, il peut être immatériel, disparaître, et en même temps, il y a une dimension psychique. C'est comme si une part de lui était dans ce que j'appelle le monde subtil intermédiaire, le monde psychique. Et peut-être aussi, au-delà, dans le monde spirituel, on n'en sait rien. Bon, les apparitions de Fatima tendraient à montrer que les entités qui sont derrière Fatima sont aussi des entités qui semblent évoluer d'un point de vue psychique et spirituel. C'est une hypothèse qu'on peut émettre. Et c'est vrai que, et ça, c'est, comme vous dites, vous êtes valésien, donc vous faites référence à Jacques Vallée. C'est vrai que moi aussi, j'étais tout de suite très impressionné par ce qu'a dit Jacques Vallée Il y a dès pas longtemps. l'apparition de son livre Le Collège invisible, c'était en Oui, 75, oui, où il disait, de toute façon, le phénomène OVNI, il peut être matériel, mais il est avant tout psychique. ouais. C'est-à-dire que voilà, il est en lien étroit avec la psyché humaine. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est une évidence. C'est une évidence. Et ce qu'on voit davantage dans les interviews, de personnes, des expérienceurs, des gens qui ont vécu des expériences avec ce phénomène-là, on le voit de plus en plus dans les nouveaux interviews, c'est que les gens se livrent sur l'aspect émotionnel qu'ils ont vécu lors de l'événement, chose que l'on n'entendait pas dans les années 80, avant, vous voyez, les périodes bien avant. Les Hmm. personnes disaient, bon, bah voilà, j'ai vu une lumière, c'est allé à droite, à gauche, ceci, cela. Mais sur la partie émotive, sur la partie ressentie, on n'avait pas beaucoup de retours, voire pas Mhm. du tout. C'est vrai. Les retours émotionnels ont commencé à voir le jour dans les années 2000, 2010, par là. C'est très récent. Et Tout à fait, ouais. le fait que ce pilote d'hélicoptère se livre véritablement en disant, voilà, j'ai pleuré, déjà pour un type militaire qui dit au bout d'un moment, bon, voilà, j'étais vraiment sous l'emprise de l'émotion, j'ai pleuré, déjà là, c'est fort. Parce que là, on marque quelque chose qui a été vécu, c'est du vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Tout à fait. Oui, Et on est sur un autre niveau, on est sur un autre niveau. Et je vous dis, tout à fait, ouais. un type qui est professionnel, militaire de carrière, qui arrête son activité et qui se reconvertit là-dedans, mais c'est du jamais vu. C'est comment vrai tu l'interprètes, que cette reconversion? Parce que euh, À ce tu que veux j'ai dire que compris, ça renforce le témoignage ou ça le... avec carrément, mais ça renforce non seulement le témoignage, ça le rend encore plus crédible D'accord. et ça souligne l'idée que effectivement ce ressenti qu'il a eu avec cette possession, cette vibration, comme il a dit, cette fréquence, pour utiliser ces mots, euh, je pense qu'il y a un truc, il y a un truc sur lequel il faut qu'on oui. s'oriente très Et sérieusement. alors, Ok. moi j'ai assisté à une évolution très, très spectaculaire de l'ufologie. C'est vrai ce que vous dites, dans les années, on va dire, 60, 70, 80, etc., les gens observaient un ovni, mais il ne se C'est passait ça, rien entre le témoin et très l'ovni. factuel, Et de très plus en factuel. plus, il y a une interaction psychique entre le témoin et l'ovni, à tel point que bah, il y a une initiative qui a été prise par mon ami Fabrice Bonvin. Et alors, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Stephen Greer. C'est-à-dire que Oui, maintenant, avant, les témoins étaient passifs. C'est-à-dire, bon, ils observaient un ovni, alors soit c'était accidentel, soit c'était bon, intentionnel de la part de l'ovni. Maintenant, les gens cherchent à communiquer avec l'ovni, c'est avec ça. les ovnis. C'est-à-dire Oui, que Fabrice Bombin, par exemple, a mis au point tout un protocole qu'il a testé, où en se mettant, par exemple, dans un état de méditation approprié, oui, en faisant bon, une espèce de retraite, maintenant les gens cherchent à aller au contact avec l'OVNI, c'est-à-dire que le témoin devient actif.
et veut entrer en contact avec l'OVNI, alors C'est ça. qu'avant, le témoin était complètement passif. Donc Oui, on assiste vraiment à une évolution très importante dans le domaine de l'ufologie, hein. complètement, complètement. Ouais. À un point même où je pense qu'on arrive à un point où il faut remettre en question ces termes qu'on a utilisés, les termes extraterrestres, les termes exogènes. Est-ce que c'est vraiment exogène puisque c'est là? Vous voyez ce que je veux dire? Bah, Bah, à c'est-à-dire partir Si du que on en fait moment, pas, si on si on voit fait des engins partie, métalliques, on peut se poser des questions quand même. mais en oui, fait, oui, mais c'est apparemment, ça serait dans notre environnement, ça serait présent. Donc, c'est ça, Non, les mais termes tu as raison de extraterrestres. poser la question. De toute façon, je Moi, t'ai je pose interrompu, la désolé. question. Moi, je pose la question, oui. Ouais. Je Il y a me suis quelqu'un. demandé, excuse-moi, Oui, tu- parce que il y a Hugo qui voudrait parler. Il ah avait oui, levé la main avant toi, désolé. non, 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 après c'est, non, je lis ce que dit Polyèdre dans le chat et je me suis fait la même réflexion. Je me suis demandé, bon là, on part assez loin de Fatima malheureusement, mais je me demande si le côté, je veux dire, d'après, si on écoute très littéralement son témoignage, ce- les histoires de psionique, etc., c'est quelque chose sur lequel il est arrivé après. Je me demande, moi, si on n'est pas dans un cas de désinformation amplifiante. C'est-à-dire que comme lui comme lui a été, comment dire, il a vécu une expérience qui l'a troublé, etc. Je me demande s'il n'a pas été, à la suite de ça, approché par des gens qui lui ont dit, hey, tu vas voir, on peut voir des ovnis par la méditation, etc. De façon à rajouter un bagage qui va discréditer le reste de son témoignage. Alors, Euh, ce qu'il faut rappeler, Hugo, quand même, c'est qu'il est validé par tous, c'est sa haute administration. Oui, 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 ça j'ai vu. Mais non, je pense que voilà mon hypothèse. Ça vaut pas grand-chose, mais clairement, le mec, il est ce qu'il prétend être. C'est-à-dire que c'est un pilote décoré, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Et ça, j'ai pas de mal à le croire. Et donc, quand il décrit ce qu'il a vécu dans ses missions, je pense on peut avoir foi dans ce qu'il dit. Parce qu'en plus, il a l'air assez. Mais ce que je peux imaginer, moi, c'est qu'un gars comme ça, qui a vécu des trucs, je peux imaginer que derrière ça, soit il tâte autour de lui, il va chercher peut-être des gens qui sont dans le milieu ufologique, soit éventuellement dans sa hiérarchie, il y a une espèce de mécanismes comme ça de c'est-à-dire on lui transmet des fausses informations qui sont à l'évidence assez difficiles à avaler avec un tout petit peu éventuellement de parce que Stéphane Greer il était très très soupçonné d'avoir utilisé des espèces d'effets spéciaux pour faire donner de la crédibilité à ces séances de méditation. Et c'est pas très compliqué. Je veux dire, Alors, si on alors fait méditer des gens et oui. que il y a on une sort un personne, drone, etc., c'est il y a, très facile de donner l'impression aux gens, ah, il y il y a a, une personne qui en parle voilà. très bien. Il y a une personne qui en parle très bien, c'est Monsieur Jean-Jacques Jaillat, qui Mm. lui-même a expérimenté ce phénomène lorsqu'il était enfin, il y a de nombreuses années. Il en parle dans une vidéo qu'on trouve facilement sur Internet. Mais ce qui est étrange quand même dans le fait que Monsieur Barber crée une unité à lui pour vendre ses services auprès d'entités, enfin, de sociétés, enfin, militaires, il y a quand même un pas de géant. Et puis, ce phénomène-là, le phénomène psy, il est connu depuis très, très longtemps. Et c'est un Oui, phénomène qu'on retrouve en permanence Oui. les expériences, Ok. ce qu'on appelle vulgairement, basiquement OVNI. Daniel? oui, non, non, mais j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui est dit. Je trouve ça vraiment absolument passionnant. De toute façon, bon, à partir du moment où on admet que les entités qui
qui se manifestent à travers le phénomène ovni sont des entités conscientes, nous-mêmes étant des entités conscientes, forcément, il y aura une interférence au niveau de la conscience, entre leur conscience à eux et notre conscience à nous. Donc, ça peut se passer à la fois au niveau physique et au niveau conscientiel. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié, je crois, qui s'appelle OVNI et conscience. Il y a un chapitre qui a été écrit par Monsieur Jaya, précisément, qui a été cité, et où on aborde cet aspect conscientiel lié au phénomène OVNI, et qui peut prendre plusieurs formes. Et ça, c'est très intéressant, c'est des questions qu'on peut se poser, hein. Alors, je ne sais pas si on a toutes les réponses, mais on sait maintenant que le phénomène OVNI interfère avec la conscience humaine. Et c'est ce que Jacques Vallée avait déjà dit dans son livre sur Le Collège invisible. Donc, il faut creuser dans cette direction. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, hein. Ben, Ok. alors justement, comme le phénomène de lévitation est un phénomène de conscience, hein, quand il est Oui, déclenché par un yogi, et on sait que le, le saint patron des aviateurs, hein, qui est Saint Joseph de Copertino, comme vous savez, j'en avais parlé dans ma conférence, Saint Joseph de Copertino faisait léviter des objets très très lourds, comme une grosse croix en bois, hein, oui, oui, donc de plusieurs centaines de kilos, qu'il a transporté sous son bras en lévitation. C'est-à-dire que moi, la thèse que j'ai, je commence maintenant à être convaincu d'une chose, c'est que les ovnis, peut-être que leur moyen de propulsion vient des pilotes. C'est-à-dire c'est peut-être la conscience des pilotes ou la conscience d'un groupe qui fait léviter l'objet et qui le propulse. Enfin, c'est une hypothèse, Ou hein. en tout Si, si, cas, bah, alors ça, c'est je vous rejoins, la même chose, la même je vous science. rejoins, C'est je vous la même rejoins, chose. je vous rejoins complètement. La Et conscience est à la base de tout, hein, dans c'est une l'univers. hypothèse que j'ai développée dans mon OVNI du secret officiel aux limites de la science, qui a Ah été non. publié aux éditions Le Mercure Dauphinois. Et je donne exactement l'exemple de Joseph de Copertino, qui est vraiment, je veux dire, le mystique qui a le plus, comment dirais-je, illustré la lévitation. Il était capable de léviter d'un point à un autre d'une église. Enfin, il restait des heures en l'air, etc. C'est absolument extraordinaire. Et peut-être que les ovnis utilisent une lévitation naturelle Tout à fait. Alors, et oui, non parce que pas faite avec des moteurs anti-gravité. il y a plusieurs mystiques qui faisaient léviter d'autres personnes. Par exemple, Saint Joseph Oui, de Copertino a fait léviter des gens qui venaient le voir. bien sûr, Ça bien veut, ça sûr. veut dire qu'il a accès à un niveau de la réalité où il peut finalement agir sur la force de gravitation, l'annuler sur telle ou telle personne ou sur un objet. Tout Donc à fait. à partir de là, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, on peut imaginer un moyen de propulsion d'un objet, d'un vaisseau spatial qui fonctionne uniquement à partir de la conscience. Alors c'est très Ou du économique parce psychisme. qu'il n'y a pas de carburant Ouais. qui est impliqué dans cette affaire-là, sauf la conscience. Si on Oui, alors c'est vrai Ceci, que lorsqu'on reprend par exemple les descriptions de récupération de disques qui auraient été faits bon, à Roswell et ailleurs, en fait, on s'aperçoit que l'OVNI est très minimaliste. Il n'y aurait pas de moteur, pas de carburant, pas de système de propulsion, enfin, réservoir. pas de il y a réservoir l'histoire Et de cet ovni qui était ensablé dans les plages de la Baltique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, il était planté un peu dans le sable. Et il y a un prisonnier militaire français qui était là, il y avait un pilote qui était une femme, il a fait signe, et il a aidé la dame à désabler son ovni. Et il n'y avait rien dans l'ovni, c'était qu'une coquille. Et quand elle est partie, il a vu qu'elle s'est mise à quatre pattes, accroupie, et elle a mis la tête dans une coupelle, dans une oui, coupe du sol de l'ovni, et l'ovni est parti, et c'est voilà. ça, Sans bruit, sans rien. tout à fait. Ça, c'est une piste à creuser, hein. ah oui, Franchement, là, on est d'accord. Là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à Moi, je, creuser, hein. ouais, peut-être faudrait peut-être interpeller Airbus Industrie et Boeing. Il y a peut-être un département de recherche à créer. bah, je ne sais Euh, pas si ce serait tellement favorable à un système aussi simple. Alors non, enfin, il paraît que j'ai interrogé ChatGPT là-dessus.
Il y a beaucoup de recherches qui ont été entreprises, mais il y a déjà de nombreuses années, des décennies, par des grands avionneurs, hein, des industriels, pour essayer de trouver un moyen de lévitation physique. Donc ils se sont posé la question il y a très longtemps, hein. Ben, ils n'ont pas trouvé de solution, évidemment. Est-ce qu'on a Ok. inventé le moteur antigravité? Je ne sais pas. C'est le Il y grand a mystère. quelques expériences faites par un Russe, notamment en Finlande, qui prouvera que dans certaines conditions, on peut diminuer la gravité ou l'annuler, mais c'est controversé. Mais le meilleur moteur antigravité, c'est le psychisme. Parce qu'en plus, le vaisseau, en fait, il suit les mouvements de la pensée. D'ailleurs, ça rejoint un peu le déplacement des ovnis. Les ovnis sont capables de se déplacer quasiment instantanément d'un endroit à l'autre, de faire des zigzags et sans subir l'effet de la gravitation. Parce qu'en fait, Alors, la ils sont pensée, pilotés peut-être par. pas, mais la pensée est capable de commander ça, ça c'est sûr. Mais par le Et psychisme, je pense que la force psychique la des force psychique, entités. ça me va mieux. Eh oui, la C'est force psychique. c'est moi La force psychique, personnellement. c'est la pensée, c'est aussi la conscience quelque part. Alors, Et dans les cinq éléments, enfin, dans la conception en Inde, hein, les cinq éléments, l'élément le plus subtil, c'est l'espace. Et les techniques de lévitation hein, dans les traités de yoga, il faut aligner son esprit, il faut mettre son esprit en unité avec l'élément espace, l'akasha. Et c'est à partir de là que la lévitation est déclenchée. Donc c'est très technique et il y a une logique hein, dans ce processus. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à chercher dans ce domaine-là, hein. Il y a la matière. Oui, alors c'est ça, c'est ce que, excusez-moi, c'est ce que je bafouille un peu ce que je voulais dire, c'est que ce qui caractérise les ovnis, c'est aussi l'absence de force d'inertie. La raison pour laquelle ils ne supportent pas, enfin, ils ne souffrent pas des accélérations et des décélérations de l'engin, c'est parce que la force d'inertie n'existe plus matériellement. Mm. C'est-à-dire que la masse, enfin, il y a une réflexion des physiciens sur la masse, c'est un peu la même chose. le boson de Higgs. Donc effectivement, à partir de Voilà. quand la masse peut-elle être supprimée? Donc à ce moment-là, il n'y a plus de force d'inertie et il y a plus Ouais. d'accélération ou de décélération. C'est vrai, Donc les changements de Ah. vitesse sont infinis, quoi. instantané, ouais. Bon, ben, on dérive vite, on part de Fatima et on réinvente le moteur On est toujours dans antigravitationnel. l'ufologie, hein. Ouais, genre le folie. Moi, j'aime bien ces discussions, bâton rompu, après Euh, les conférences. On continue un petit peu, il y a des questions? Non? Eh ben, je me propose d'arrêter la conférence. Je ferai deux vidéos parce que il est quoi? Il est 22h14, donc on est resté 2 heures, deux heures et quart à peu près. Donc je ferai deux vidéos, une sur la conférence et puis une autre sur les discussions. D'accord? Parfait. Merci en tout cas. Je remercie. Oui, merci. Excuse-moi, vas-y. Non, non, je tenais à te Ouais, remercier et puis aussi pour la qualité des questions et des intervenants. Là, c'était vraiment très intéressant. Ouais. ouais, on n'en a pas beaucoup, mais c'est des bons, hein, ça, y C'est a des pas de bons. doute. Et puis ensuite, on verra, ensuite on parlera de nouveaux devenir en Afrique. Et puis voilà, il y a d'autres projets. Bon, sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Bonsoir à Et tous. puis à la prochaine À conférence. bientôt. À la prochaine. Ouais. Voilà. Attention.